Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. C'est avec joie et fierté que le peuple marocain célèbre aujourd'hui, vendredi 6 novembre, le 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte. La Marche verte est l'occasion d'évoquer toutes les victoires réalisées par le Royaume pour sa cause nationale et ses intérêts suprêmes, avec une parfaite symbiose entre le roi et le peuple marocain. L'occasion également de revenir sur les méga-projets qui animent les provinces sud du Royaume pour améliorer les conditions de vie. Bonsoir, il y a 45 ans, la Marche verte, œuvre d'un grand roi et d'un grand peuple, un événement sacré qui a vu 350 000 Marocains se lancer à la conquête pacifique de son Sahara. Derrière son roi, feu Sa Majesté le roi Hassan II, l'architecte de cette épopée historique. Plus qu'un simple anniversaire, c'est un événement historique, hautement symbolique, que nous célébrons ce vendredi 6 novembre. Une épopée inscrite de manière indélébile dans l'histoire et la mémoire collective du Royaume. Cette commémoration est l'occasion de revenir sur les moments forts de ce grand événement pour lequel le peuple marocain a consenti de grands sacrifices sous la conduite de feu Sa Majesté Hassan II. L'occasion également de mettre en avant l'élan de développement tous azimuts et les chantiers titanesques qui animent les provinces sud du Royaume. Et pour marquer ce grand jour de célébration, eh bien, une édition spéciale depuis la ville de l'Aïoun, au cœur des provinces sud du Royaume, où nous braquerons les projecteurs sur le formidable rebond socio-économique porté par un modèle de développement inédit, ambitieux et très pertinent, tous secteurs confondus, de l'infrastructure à l'énergie solaire, en passant par l'enseignement supérieur et les investissements. Au menu également de cette édition spéciale Marche verte, des éclairages concernant les victoires diplomatiques et les grandes avancées politiques engrangées par le Royaume, avec bien sûr des invités de grande facture. Et nous retrouvons tout de suite à l'Aïoun Iman Ablou et toute l'équipe sur place. Bonsoir Iman Ablou. Bonsoir Nisrine, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale à l'occasion de la commémoration d'une épopée glorieuse, la Marche verte, dont nous célébrons ce vendredi 6 novembre le 45e anniversaire. En cette commémoration, nous avons délocalisé nos JT tout au long de ces journées. Nous nous trouvons en ce moment à l'Aïoun, chef-lieu de la région, l'Aïoun Saqi el-Hamra. Le peuple marocain célèbre donc un moment fondateur de son histoire contemporaine qui a suscité un élan patriotique inégalé pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume. 45 ans après, les provinces du Sud vivent sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, au rythme de chantiers structurants de développement partout salués, au moment où, au plan international, la cause nationale obtient un large soutien, notamment aux Nations Unies, et enregistre de grands succès diplomatiques en Afrique et en Amérique latine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Jouba Daoudi, présidente du Centre Sahara pour les médias et les études. Bonsoir Madame, merci d'être avec nous. Merci. Alors, les Marocains des générations précédentes et actuelles commémorent chaque année cette date phare qui a profondément façonné la vie politique du Royaume. Et là, en effet, marqué un tournant décisif dans la lutte pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume. C'est un 16 octobre de l'année 75 que feu Sa Majesté Hassan II avait annoncé cette grande marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud, confortée en cela par la légitimité de sa cause et des liens indéfectibles entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Feu Sa Majesté Hassan II a annoncé dans un discours historique l'organisation d'une marche verte pacifique, un appel qui n'a pas tardé à mobiliser 350 000 Marocains armés de leur foi en Dieu et en le bien fondé de leur juste cause. Évocation de cette grande épopée, Mohamed El-Shkar. 3 semaines avant la Marche verte, le 16 octobre 1975, nous sommes à La Haye. La Cour internationale de justice prononce son verdict, reconnaissant que le Sahara n'était pas terra nullius, un territoire sans maître, et qu'il existait entre le Sahara et le Royaume du Maroc des liens juridiques d'allégeance, al-Bay'a. Quelques heures plus tard, feu Sa Majesté Hassan II annonce l'organisation de la Marche verte. Il ne nous reste qu'à entreprendre une marche pacifique du nord au sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. D'un seul élan, des foules de volontaires venant de toutes les régions du royaume convergent vers le sud. Et durant 12 jours,
Une dizaine de trains déplaceront quotidiennement des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens volontaires du Nord et de l'Est vers Marrakech, d'où ils partiront par autocar vers Agadir, puis Tarfaya. Le mercredi 5 novembre, Feu Sa Majesté Hassan II prononce un discours historique sur la marche verte de 350 000 volontaires civils, dont 10% de femmes, en plus des délégations de pays arabes et africains et de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Une marche pacifique de 350 000 hommes et femmes qui, armés du Saint-Coran à la main droite et du drapeau marocain à la main gauche, forts de leur foi, répondent à l'appel de leur souverain et avancent avec détermination dans le désert. La marche verte restera jamais gravée dans les mémoires. Une épopée que seule peut réussir une nation unie, forte de la légitimité de sa marche pacifique. 45 ans après, les provinces du Sud sont devenues de véritables pôles de développement et autant de hubs pour toute l'Afrique de l'Ouest et subsaharienne. « 350 000 Marocains volontaires ont participé à la marche verte, mais il faut rappeler que de diplomates de divers pays du monde y ont également participé, d'Afrique et du monde arabe notamment. La marche verte est un événement qui a marqué le début de la lutte pour la récupération des provinces du Sud. Le 16 octobre, rappelez-vous, en 1975, la CIJ a déclaré que le Sahara marocain n'a jamais été terra nullius et qu'il y avait des liens juridiques et historiques entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Madame Mahjouba Daoudi, 45 ans après l'épopée, quels sont les symboles et les leçons d'histoire retenues de cette marche pacifique qui continue aujourd'hui à fasciner plusieurs générations, ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu? Bismillahirrahmanirrahim. Premièrement, je voudrais signaler que la marche verte a toujours été un symbole de retour au pays mère, la mère patrie. On y a assisté, les gens qui y ont assisté dans le passé, et ils en gardent toujours un bon souvenir, un souvenir de patriotisme, un souvenir de volontariat, de vouloir aller libérer la terre occupée par les Espagnols. 45 ans après, on en garde de bons souvenirs, on en garde une fierté, on en garde un amour qu'on porte tous, autant que Marocains issus des provinces du Sud, à notre mère patrie. Et on voit que cette décision-là a été une décision qui nous a rendu à notre pays, qui nous a rendu notre droit d'être Marocains internationalement reconnu. Aussi, cette marche verte a été la première pierre à l'édifice de la construction des provinces du Sud du Maroc. On voit qu'après 45 ans, les provinces du Sud ont changé. Rien n'est plus comme il a été. L'Espagne n'a laissé ici que de faibles traces, de faibles empreintes, presque qui se sont fondues dans le développement, dans le paysage développé des provinces du Sud. La personne, ou bien si quelqu'un vient à Laayoune aujourd'hui, il ne pourra pas reconnaître ce qu'il a été auparavant, si ce n'est quelques petits bâtiments et quelques petites traces. Alors, Madame Daoudi, dans votre entourage personnel, quels ont été les souvenirs qui se racontent entre les générations d'hier et d'aujourd'hui? J'en garde, même si j'étais toute jeune à l'époque, j'en garde encore des souvenirs, de bons souvenirs. J'en garde le désir de vouloir
s'inscrire de quelques parents à moi qui avaient eu l'occasion d'y participer par la suite. Et j'en garde aussi de bons souvenirs vu que j'étais à Tantane, j'habitais à Tantane, et on a vu passer ces flots de Marocains, de citoyens, de nos frères et de nos sœurs, accompagnés par la volonté internationale qui a prouvé que le Maroc est chez lui et dans son territoire, et que ces liens que les Espagnols et le Polisario et l'Algérie voulaient couper entre nous et la monarchie marocaine étaient bien fondés, étaient bien fortes, étaient plus fortes que tout ce désir de séparatisme. Alors, Madame Joubat Daoudi, 350 000 Marocains, donc je le disais, ont participé à cette épopée. On nous rappelle aussi qu'il y a eu parmi eux aussi des diplomates de divers pays, notamment d'Afrique et du monde arabe. Le jeune prince, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, aujourd'hui prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, présidait à l'époque la délégation de son pays à cette marche verte. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan était alors âgé de 14 ans. « 45 ans après, l'État des Émirats Arabes Unis ouvre son consulat général à Laayoune, premier pays arabe à le faire. Un grand événement à l'échelle internationale, un grand événement annoncé une semaine plus tôt, le 27 octobre, lors d'un entretien téléphonique de Sa Majesté le roi Mohammed VI avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis. L'ouverture officielle du consulat général à Laayoune, c'était avant-hier mercredi. Les développements dans ce sujet de Mohamed Reda Labidi, Abdel Ayad, Abdel Fattah Zouine, Abdel Ilah El-Cheb. Le commentaire est de Maïma Ramdi. Les Émirats Arabes Unis, premier pays arabe non africain à ouvrir un consulat général dans les provinces sud du royaume. Un événement historique, loin d'être anodin. Ce geste ouvre en effet de nouvelles perspectives encore plus prometteuses aux relations solides et stratégiques entre Abu Dhabi et Rabat. Cette inauguration est un acte révélateur du caractère séculaire et stratégique des liens entre nos deux pays. Le Maroc et les Émirats Arabes Unis sont liés par des relations distinguées et solides, bâties sur le socle de la fraternité sincère, de la solidarité permanente, du respect mutuel et de la coopération constructive instaurée par feu Sa Majesté Hassan II et Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Une fraternité arabe authentique qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 45 ans, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, alors âgé de 14 ans, participe à la marche verte et partage avec le peuple marocain sa fierté de recouvrer sa souveraineté sur son Sahara. Cette décision souveraine de l'État des Émirats Arabes Unis d'ouvrir un consulat général à Laayoune réaffirme de manière concrète le soutien constant et infaillible d'Abu Dhabi à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Ce geste n'est que le prolongement des relations historiques solides entre nos deux pays. Les bases ont été jetées par les défunts Sa Majesté Hassan II et son Altesse le Prince Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Le consulat général des Émirats Arabes Unis est la 9e représentation diplomatique inaugurée à Laayoune. Elle emboîte le pas à l'Union des Comores, au Gabon, à la République centrafricaine, à Sao Tomé et Principe, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à l'Eswatini et à la Zambie. Le consulat général de l'État des Émirats Arabes Unis est le 16e du genre à être ouvert. 9 consulats ont été ouverts à Laayoune, 7 à Dakhla, 16 donc au total, dont 15 Africains depuis le début de cette année 2020. Donc, plusieurs pays d'Afrique ont ouvert leurs consulats généraux dans ces deux provinces.
une quinzaine de pays représentant plusieurs sous-régions du continent, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais aussi l'Afrique australe. Par l'ouverture et l'inauguration de ces antennes diplomatiques, ces pays expriment leur soutien total à l'intégrité territoriale du royaume et à la marocanité du Sahara, une percée diplomatique qui se veut le fruit de la sage politique africaine du souverain. Et ces décisions hautement symboliques, à plus d'un titre, se sont concrétisées à l'heure où nous célébrons les 45 ans de la Marche verte. Oumaima Ramli. Rien que le mois dernier, 5 nouveaux consulats généraux ont ouvert leurs portes au cœur du Sahara marocain. Les Swatini, la Zambie, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Ces pays représentent de nombreuses sous-régions africaines. Pour la cause nationale, c'est un important cap franchi, car par ce geste, tous s'affirment la marocanité du Sahara. To confirm the constant position. En prenant cette décision d'ouvrir un consulat ici au Sahara marocain, nous souhaitons réaffirmer de manière politique, diplomatique et juridique notre appui à la position du Maroc sur la question du Sahara marocain. Of the Kingdom of Morocco. For resolving these issues around this area. Mon pays encourage les efforts de l'ONU pour trouver une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Mais en même temps, notre position de soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est très ferme. Nous, les Bissau-Guinéens, nous sommes là ici aujourd'hui pour faire l'ouverture du consulat de la Guinée-Bissau à Dakhla. Ça, c'est un point fort dans nos relations politiques diplomatiques, parce que nous sommes ici pour soutenir nos frères marocains. Des décisions plus que symboliques. Avant de... Marche verte, nous rendons l'antenne à Rabat et ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie avec Nisrine Ousdar cette fois. Effectivement, à présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, vous le disiez, Iman, بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كوفيد-19 من الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت 7 نوفمبر 2020، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 من مساء يوم غد السبت. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب. Retour à vous, Iman Ablou, et à toute l'équipe à l'Ayoun. Merci Nisrine. Nous poursuivons donc depuis l'Ayoun cette édition spéciale Marche verte et nous retournons sur les différentes inaugurations des consulats généraux des pays africains qui se sont succédés depuis le début de cette année 2020 et donc c'était un sujet commenté par Oumaima Ramli. Rien que le mois dernier, 5 nouveaux consulats généraux ont ouvert leurs portes au cœur du Sahara marocain. Les Swatini, la Zambie, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Ces pays représentent de nombreuses sous-régions africaines. Pour la cause nationale, c'est un important cap franchi, car par ce geste, tous s'affirment la marocanité du Sahara. To confirm the constant position. En prenant cette décision d'ouvrir un consulat ici au Sahara marocain, nous souhaitons réaffirmer de manière politique, diplomatique et juridique notre appui à la position du Maroc sur la question du Sahara marocain. Of the Kingdom of Morocco. For resolving these issues around this area. Mon pays encourage les efforts de l'ONU pour trouver une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Mais en même temps, notre position de soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est très ferme. Nous, les Bissau-Guinéens, nous sommes là ici aujourd'hui pour faire l'ouverture du consulat de la Guinée-Bissau à Dakhla. Ça, c'est un point fort dans nos relations politiques diplomatiques, parce que nous sommes ici pour soutenir nos frères marocains.
Des décisions plus que symboliques et tombent à point nommé avec la célébration du 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Jusqu'à ce jour, 15 consulats généraux ont ouvert leurs portes à l'Aïoun et à Dakhla. Le premier en liste, c'est la Côte d'Ivoire. En février 2019, le consulat général ivoirien ouvre ses portes au chef-lieu de la région, l'Aïoun, Sarkia al-Hamra. Cette décision s'inscrit évidemment dans le cadre de la politique audacieuse et pragmatique que nous avons toujours défendue partout, dans tous les cénacles internationaux, à savoir la marocanité du Sahara. Ainsi, nous pensons aller dans le sens de l'histoire, pas ricochet. Il va sans dire que la Côte d'Ivoire soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc, plan qu'elle trouve sérieux et crédible. Une invitation à l'ensemble des pays africains à aller dans le sens de l'histoire. S'en suivra alors une série d'ouvertures tout autant de grande importance politique. Une concrétisation des efforts de la diplomatie marocaine guidée par la politique africaine de Sa Majesté le Roi. Il y a 20 ans que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a posé les jalons d'une politique africaine basée sur la solidarité. Au fil des années, de nombreux accords et partenariats fructueux ont été actés avec des pays africains frères. Cette vision éclairée de Sa Majesté conforte aujourd'hui le Maroc dans sa position au sein du continent. L'Aïoun et Dakhla, ce sont les nouveaux hubs diplomatiques des provinces sud. Rien ne semble arrêter leur percée. Les inaugurations des consulats de pays africains s'y sont enchaînées. Se joignent désormais à cet élan les Émirats arabes unis, dernier pays en date à inaugurer un consulat général à l'Aïoun. Madame Daoudi, en termes de relations internationales, l'ouverture d'un consulat général dans un pays est une reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire. Cela est clairement stipulé dans le droit international, notamment dans la Convention de Genève de 1963. C'est un succès diplomatique aussi à la faveur d'une vision royale. Quels sont les messages que l'on peut tirer, madame, de l'ouverture de toutes ces représentations et de ce ralliement continental autour de notre cause nationale ? L'ouverture de la délégation des Émirats arabes unis ici à l'Aïoun viendra pour ajouter une valeur au travail et à la diplomatie marocaine du point de vue du côté arabe. On a toujours su que les Émirats arabes unis étaient en faveur du Maroc du temps des feux dirigeants Hassan II et Cheikh Zayed, ce qui se concrétise aujourd'hui avec cette ouverture-là pour dire aux Marocains au Maroc que leur cause est juste et crédible, et aussi pour montrer au monde entier qu'il faudra mettre fin à toutes ces belligérances infondées sur la question du Sahara marocain et commencer un pas vers le fait que d'autres pays puissent suivre le pas des Émirats arabes unis. Et aussi, ça nous montre que notre cause est juste, et le travail qu'on a fait dans la diplomatie marocaine durant toutes ces années commence à porter ses fruits et commence à se concrétiser sur le terrain. Et cette reconnaissance est claire et sans ambiguïté de la marocanité du Sahara est sous-entendue dans les résolutions même du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dernière en date, c'est la résolution 2548, adoptée vendredi dernier par le Conseil de sécurité, portant prorogation pour une année jusqu'au 31 octobre 2021 du mandat de la MINURSO. Elle consacre aussi une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, tout en appelant à la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Le Conseil de sécurité a également réaffirmé la consécration du processus des tables rondes. L'instance exécutive de l'ONU a encouragé la reprise des concertations entre le prochain envoyé personnel et les parties prenantes à ce différend régional, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Plus de précisions avec Mohamed Leshkar. The results of the voting. Résultat du vote concernant le projet de résolution, 13 voix pour, 0 contre, 2 abstentions. Le projet de résolution est adopté. La résolution porte le numéro 2548. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la
résolution sur le Sahara marocain renouvelant le mandat de la MINURSO pour une année. À cette occasion, je voudrais exprimer nos remerciements au Penholder américain pour ses efforts et son engagement durant la négociation, ce qui a permis l'adoption de cette résolution avec une majorité écrasante des membres du Conseil de sécurité. Le texte de la résolution 2548 a été présenté par les États-Unis et adopté par une procédure écrite des 15 membres du Conseil en raison de l'annulation des réunions présentielles au siège de l'ONU à cause de la découverte de cas de Covid-19. Par ce nouveau texte, le Conseil de sécurité des Nations Unies proroge donc le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2021. Dans cette nouvelle résolution, l'instance exécutive des Nations Unies conforte, et pour la 14e année consécutive, la prééminence de l'initiative d'autonomie, présentée par le Royaume du Maroc le 11 avril 2007. Le Conseil de sécurité se félicite des efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc, incarné par l'initiative d'autonomie. La résolution 2548 consacre une nouvelle fois l'Algérie comme partie principale au processus visant à aboutir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, une solution qui repose sur le compromis. La résolution du Conseil de sécurité cite d'ailleurs l'Algérie à 5 reprises, soit autant de fois que le Maroc. La résolution représente plus qu'un renouvellement technique du mandat de la MINURSO, et ce, à plusieurs égards. Primo, cette résolution vient avec une nouveauté, c'est la consécration des tables rondes en tant que processus politique pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. 2. Cette résolution apporte son soutien au momentum positif généré par ces tables rondes en appelant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Polisario à y contribuer de manière constructive et responsable, et ce jusqu'à son aboutissement. 3. Cette résolution trace la voie pour le prochain envoyé personnel, afin qu'il puisse, dès sa nomination, reprendre le processus politique là où il s'est arrêté avec la démission du président Collard. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réitère sa préoccupation face aux provocations et violations par le Polisario des accords militaires au Sahara, tout en sommant le mouvement séparatiste de respecter ses engagements pris à cet égard auprès de l'ancien envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler. Le Conseil souligne que les accords militaires conclus avec les MINURSO concernant le cessez-le-feu doivent être pleinement respectés. Par ailleurs, le Conseil de sécurité se félicite dans cette résolution du constat fait par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport du 23 septembre dernier, affirmant que la situation au Sahara reste marquée par le calme, coupant ainsi court encore une fois aux allégations fallacieuses des séparatistes sur la situation dans les provinces du sud du Royaume. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui réitère ses félicitations pour le rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme Al-Ayouni à Dakhla, ainsi que l'interaction du Maroc avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pour plus d'éclairage sur la nouvelle résolution onusienne, je vous propose d'écouter l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Gilal. Cette résolution réaffirme avec force les paramètres fondamentaux de la solution politique. En l'occurrence, l'OP2 de cette résolution définit clairement que la solution devrait être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage onusien et surtout du Conseil de sécurité? Ça veut dire tout simplement que les membres du Conseil de sécurité ont définitivement enterré les plans anciens, désuets, obsolètes et réalisables, datant d'avant 2007. Deuxième observation à ce sujet. Les parties prenantes aux tables rondes sont clairement définies par cette résolution.
Il s'agit du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Il n'est plus question de partis et de pays voisins. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette résolution les cite ensemble, avec le même statut, et à 5 reprises. Troisièmement, la prééminence de l'initiative d'autonomie du Maroc a été réaffirmée avec force pour la 13e année consécutive. L'offre d'autonomie marocaine sous responsabilité, sous souveraineté du Maroc, dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume, reste la seule et unique solution à ce problème. La position du Maroc à ce sujet est irréversible, irréfragable. Elle a été clairement exposée lors des 2 tables rondes ainsi que lors des consultations bilatérales avec l'ancien envoyé personnel. Madame Daoudi, la nouvelle résolution onusienne proroge donc d'une année le mandat de la MINURSO et consacre sans équivoque la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, tout comme le processus des tables rondes, en présence de toutes les parties prenantes à ce différend. Et quelle lecture faites-vous de la nouvelle résolution et quels enseignements peut-on en tirer ? À mon avis, le message qu'on peut tirer de cette résolution-là, c'est qu'elle est un message clair et ferme et cohérent à ce que la proposition du Maroc de l'autodétermination, l'autonomie, l'initiative marocaine de l'autonomie, c'est la seule solution réalisable et réaliste, et que toute autre solution est rejetée. C'est bien que les Nations Unies n'avaient pas succombé au chantage au point de Guerguerat et au désir de vouloir créer des problèmes infondés, et aussi que l'Algérie est nommée comme partie intégrante de la solution, parce que auparavant l'Algérie ne voulait pas se mettre à table pour trouver une solution, et on comprend de tout ça que le processus marocain est sur la bonne voie, et aussi que les pays doivent trouver une solution, mais que le seuil de négociation, c'est la proposition marocaine de l'autonomie. Madame Mahjouba Daoudi, je rappelle que vous êtes présidente du Centre Sahara pour les médias et les études. Merci d'avoir été avec nous. C'est ici que s'achève cette édition spéciale Marche Verte. Nous avons été ensemble depuis l'Ayoun. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui a réalisé cette édition. Un grand merci à vous de nous suivre. Une nouvelle édition spéciale juste après le discours royal avec Mohamed Reda Labidi. Merci à vous tous. À vous Nisrine. Bonsoir. Merci Iman. Et toujours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche Verte, sachez que Banque Al Maghrib a émis une pièce commémorative d'une valeur faciale de 250 dirhams en argent. Cette pièce commémorative présente l'effigie de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en plus des inscriptions en arabe: Mohamed VI, le roi du Maroc et royaume du Maroc. Et toujours à l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, notez que le groupe Barid Al Maghrib célèbre l'anniversaire de cette épopée historique glorieuse avec l'émission d'un timbre-poste commémoratif. Cette année, Barid Al Maghrib a opté pour une illustration du port de Dakhla et de la carte du royaume. Faisons à présent le point sur le bilan journalier relatif au Covid-19, l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques chez nous pendant ces dernières 24 heures. Le bilan journalier du Covid annonce 5 398 nouveaux cas confirmés, 68 décès et 3 739 rémissions. Le taux de létalité se maintient à 1,7% au moment où celui des guérisons est de 81,6%. Les cas critiques et graves se chiffrent désormais à 884 cas, 101 de plus en 24 heures seulement. 66 patients sont toujours sous intubation et 498 autres sont sous ventilation non invasive. La région Casablanca-Stade recense toujours le nombre le plus élevé de cas avec 2119 nouvelles infections, suivies de Rabat, Salé, Kenitra avec 916 nouveaux cas et puis l'Oriental avec 740 cas recensés.
Gardez donc vos distances et portez vos masques et portez bien vos masques. C'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.